Amis des colis de fans, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un magnifique colis de fans de Denis, un internaute qui habite dans l'Est de la France et qui, si j'ai bien compris, maintenant est à la retraite, mais a travaillé dans l'industrie électronique et m'a envoyé quelques surplus, on va dire, qu'il avait. Et je pense que, comme d'habitude, ça peut être intéressant, soit pour rappeler des souvenirs à certains vieux comme nous, ou pour la culture générale électronique de tout le monde, de présenter certains des objets qu'il m'a gentiment envoyés. Alors déjà, il m'a envoyé cette carte. Alors cette carte, je ne sais pas trop ça sert, mais a priori comme ça, ça a l'air d'être un contrôle de moteur triphasé qui vient sans doute d'un appareil. Alors honnêtement, je ne sais pas quoi. Alors ça peut être intéressant, on peut repérer sur cette carte différentes choses. Alors déjà, on a ici cette self, qu'on appelle self de mode commun. Ce genre de self, l'idée, c'est d'enlever, on va dire, les parasites. Alors pourquoi on les appelle self de mode commun? Parce qu'elles sont bobinées de telle façon, est-ce que s'il y a des parasites sur les deux fils en même temps, ça présente une impédance élevée. Par contre, quand il y a je veux dire, une variation dans un sens et qui est celle dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a la consommation normale du système, là l'impédance est beaucoup plus faible. Donc l'idée, c'est que ça va être de bloquer tous les parasites, je veux dire, qui sont en même temps sur les deux fils. Voilà, donc ça c'est quelque chose pour faire anti-parasite. Alors ensuite, voilà, on va retrouver ce qu'on retrouve généralement dans les alimentations à découpage. On retrouve ici les fameux condensateurs X2, Y, un fusible. Là, on a ces perles de ferrite de puissance, qui d'ailleurs bizarrement sont même doublées, parce qu'on peut voir que là, c'est la première fois que je vois ça, sur le connecteur normalement de sortie des trois phases du moteur, on retrouve ce petit adaptateur avec 3 selfs aussi en CMS de puissance qui permettent aussi du filtrage. Sinon on a ici des relais 24 volts, ici une grosse varistance, des condensateurs assez balèzes, des 680-400 volts. Ouais, on peut voir que sur ce genre de carte, il y a quand même pas mal de composants éventuellement à récupérer. On retrouve ici des optocoupleurs. Et voilà, c'est assez intéressant. On a là les fameuses self aussi VK200. On voit qu'il y a quand même pas mal de composants qui sont là justement dans le but de limiter les parasites, ce qu'on appelle EMI. Ici, là, de ce côté-là, on a un gros pont redresseur et un circuit intégré de puissance dans un package un peu bizarre ici. Alors ça, on voit qu'il y a un système de transfert. Il devait sans doute se monter sur un radiateur ici. Enfin donc voilà ici pour cette carte. Je pense qu'il y a sans doute des composants que je pourrais facilement récupérer. Alors il m'a aussi envoyé 4 rouleaux de soudure qui sont une marque que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Fluitine, qui est de la soudure apparemment étain, plomb, cuivre. Et donc ça fait des soudures qui sont assez costauds et surtout avec une très bonne conductivité. Voilà, donc ça vient QPers Metalwork GmbH, donc manifestement voilà, c'est fabriqué en Allemagne. Alors il y en a de plusieurs diamètres, voilà, et plusieurs compositions. Alors j'ai pas trouvé de date code dessus, alors, bon, je pense que c'est relativement ancien, et c'est intéressant de voir si le flux qui est dedans fonctionne toujours. Donc on va faire un petit essai de soudure avec, pour voir si ça fonctionne toujours. Tiens, on peut essayer de souder cette diode là, juste histoire de voir. Voilà. Normalement, les soudures avec flux intégré, comme ça vieillit généralement plutôt bien. Alors pourquoi on dit flux intégré? Parce que je rappelle que dans ces soudures, il y a à l'intérieur un ou plusieurs canaux qui sont remplis justement d'un flux, ce qui fait que quand on va les souder, le flux va, je veux dire, chauffer aussi, va s'activer et va faciliter la soudure. En ce moment, je vois très souvent des gens qui disent « ouais, faut toujours rajouter du flux ». En fait, non. Je veux dire, quand on utilise de la soudure comme ça avec du flux intégré, il n'y a absolument pas besoin de le mettre. D'ailleurs, voilà, on voit la présence de flux parce que, comme on voit ici, là, ça fume beaucoup. Et s'il n'y avait pas de flux, il n'y aurait pas cette fumée, parce que l'alliage en lui-même ne fume pas. Alors on va faire un essai. Et ma foi, là on peut voir que ça fait une très très bonne soudure. Voilà. Donc
sans doute de la soudure de qualité, qui me servira sûrement. Alors dans le colis, il y avait énormément de composants assez différents. On va pas en regarder certains. Par exemple, là, il y avait cette pochette où on peut voir ces condensateurs qui sont de la marque Wima, qui est une excellente marque, et qui, comme on peut le voir, là, ce sont des boîtiers métalliques. C'est relativement rare pour ce genre de condensateur. Voilà, donc, alors, si ça c'est un date code, ça voudrait dire que ça vient de 87, mais je suis pas sûr que ce soit un date code. Donc 350 volts, 1,2 microfarad. Donc ça c'est typiquement le genre de condensateur où on peut justement utiliser pour les secteurs. Et là encore, on retrouve ici ces fameux selfs de mode commun dont je parlais, voilà, qui sont intégrés. Et on voit, c'est 2 x 49 mAh, 1,3 A, 250 volts. Donc ça c'est vraiment très bien, hein, ça permet éventuellement donc de faire des filtres secteurs très performants. Alors ensuite, il m'a envoyé plein de semi-conducteurs qui pour la plupart apparemment sont neufs, mais relativement anciens. C'est ce qu'on appelle du New Old Stock, hein, le fameux NOS. Alors, il y en a pas mal qui sont encore utilisables, d'autres qui sont sans doute fonctionnels, mais qui sont maintenant moins utiles. Alors, en fait, ça va être par exemple tous ces circuits-là. Que ces circuits-là, c'est typiquement là les circuits qui commandaient le balayage dans les télévisions à tube cathodique. Donc ça, c'est sûr que maintenant, je veux dire, ça a disparu. Alors on peut voir quand même ces boîtiers qui ont ici ces ailettes. Et en fait, le principe de ce genre de boîtier, c'était d'utiliser des surfaces de cuivre importantes qui servaient en gros de dissipateurs. Et voilà, ça permettait à ces circuits quand même de se refroidir sans être obligé de mettre des radiateurs. On en a d'autres ici qui, eux, par contre, comme on peut voir, ont sur le dessus cette partie métallique. Alors là, sur ce genre de circuit, on peut voir que la référence est en dessous, et qui eux par contre étaient faits justement généralement pour être plaqués sur un dissipateur quelconque, mais sans montage mécanique. On voit qu'il n'y a pas de trou. Donc bon, ça j'en ai souvent vu. C'est surtout dans les télévisions, les trucs IFI qu'on trouvait un petit peu ce genre de choses. Alors dans les curiosités, il y a ce genre de boîtier. Alors, Dieu sait que dans ma vie j'en ai vu des boîtiers de semi-conducteurs, hein, mais j'avoue que celui-là je l'avais encore jamais vu. Donc comme on peut voir, c'est un boîtier avec ici une languette, mais les pattes qui sont vers l'intérieur. D'habitude, c'est plutôt dans l'autre sens. Alors ça, c'est vraiment une curiosité. Alors j'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce que c'est exactement, mais à voir ici marqué GKK, il y a des grandes chances que ce soit un triac. Il faudrait que je le teste. Donc il y en avait deux comme ça. On retrouve aussi des ancêtres ici, qui sont dans ces boîtiers-là. Et là, manifestement, à voir le symbole qu'il y a dessus, c'est des thyristors. Et on peut voir le logo de la boîte de la société Sescosem, qui fabriquait ça dans les années 70. Ensuite, on a ces circuits-là. Alors voilà, ça c'est aussi typiquement des circuits qu'on trouvait dans des télés. En fait, c'est des versions, on va dire, préprogrammées de microcontrôleurs Motorola, mais avec une référence spéciale. Et ça pilotait dans les téléviseurs, généralement, toute la partie télécommande, changement de chaîne, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est sûr que maintenant, ça aura très peu ici d'utilité. Après, il y avait plein de régulateurs de tension, donc des régulateurs tout à fait utilisables. Alors, on peut voir que il y en a là dans ces beaux boîtiers dorés, mais alors c'est pareil, hein, si on regarde ici le date code, ça date du siècle dernier, mais ils sont neufs, hein, je suis sûr qu'ils fonctionnent encore très très bien. Il y en a différents, il y a des 5 volts, 8 volts, 12 volts, 15 volts, et le toujours célèbre et toujours très utilisé LM317, qui je rappelle est un régulateur qui, à l'aide généralement de 2 résistances, permet de choisir la tension. Donc on a ici, voilà, tous ces circuits. Bon, tout cela, j'ai regardé, hein, c'est encore pareil, des circuits de télévision. Là, on en a un qui est intéressant. Ça a été un des premiers à remplacer les lignes à retard dans le standard SECAM. Il faut une ligne à retard de 64 microsecondes, qui pendant longtemps a été faite avec des lignes à retard, soit à quartz, soit avec des bobinages. Et là, c'est la première version digitale de cette ligne à retard, qui est faite avec des registres décalage. Donc c'est un circuit intégré vraiment spécialisé. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Ensuite, voilà, il y a des photocoupleurs doubles. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de composants toujours utilisables. On peut voir ici ces diodes aussi, qui sont aussi souvent utilisées dans les téléviseurs, hein. On a ici un petit modèle, ici un modèle plus important.
Bon, ensuite, il y avait plein de composants qui, dans l'ensemble, sont tous des composants neufs, ce qu'on appelle du nouvel stock. Il y avait ici ce genre de connecteur, un connecteur qu'on trouvait souvent aussi dans les téléviseurs. Voilà, avec ici un détrompeur. Là, la possibilité donc de sertir les cosses. Et il m'a mis bien sûr les pinoches qui vont avec, qui se mettent sur le PCB et qui vont permettre donc de faire des liaisons. Voilà. Donc avec ça, enfin, moi je sais pas si je les utiliserai, mais c'est des connecteurs assez fiables et qui passent quand même pas mal de courant. On peut voir ici, et il m'a mis aussi des beaux interrupteurs comme ça, voilà, qui sont assez puissants, et puis qui peuvent commuter jusqu'à 16 ampères sous 230 volts. Donc ça, bon, pareil, c'est vraiment le genre de composant qui ne vieillit pas. On pourra les utiliser pendant un doute des années. Après, voilà, il a mis plein de condensateurs comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les condensateurs électrochimiques qu'il a mis, on va voir qu'il n'a pas été radin. Alors, je me suis dit, voilà, c'est quand même des condensateurs qui sont assez âgés. Parce que si on regarde ici le date code, date de 95 a priori, et j'ai fait des mesures avec et ils sont vraiment très bons. Ils ont encore un ESR parfait, ils tiennent bien la tension, ils tiennent bien la charge. C'est vraiment des composants qu'on peut très facilement ici réutiliser. Alors ça, c'est aussi des composants qui rappelleront sans doute des souvenirs, hein, qu'on retrouvait aussi pas mal dans les années puissantes, mais dans beaucoup aussi de téléviseurs. C'est ces fameuses résistances là. Alors on peut voir qu'il y en a de différentes sortes. Voilà, on peut en regarder certaines. Voilà. Donc ces résistances là qui sont faites avec des pads pour justement pouvoir les monter sur un PCB en les écartant un peu de façon à ce qu'elles puissent quand même chauffer sans cramer on va dire le PCB. Donc là voilà, c'est des modèles 5 watts, 1,2 K. Ces résistances de puissance aussi. Voilà. Et alors ces modèles là, qui étaient des fois montés en l'air, mais on peut voir qu'elles ont une rainure ici. Et très souvent, elles étaient montées sur des supports métalliques qui permettaient non seulement de les tenir d'un point de vue mécanique, mais éventuellement aussi d'aider à leur refroidissement. Voilà, et là on retrouve ces résistances-là. Donc ça, on en trouvait plein dans les télés, hein, avec des couleurs, des trucs comme ça, je ne sais pas combien j'en ai changé de ces résistances-là. Là, on a ces fameux boutons poussoirs qui, eux, pareil, voilà, sont toujours d'actualité, hein, ils sont utilisés depuis des années. Alors là, c'est intéressant, en même temps, c'est des modèles verticaux. Voilà. Et ça, on retrouvait ça derrière les façades, par exemple, de tout ce qui est hi-fi et des trucs comme ça. Et donc, ces petits boutons tactiles. Bon, ça, pareil, ça sert toujours. Après, on peut voir, voilà, plein de condensateurs de plein de marques. Alors, toujours la marque Wima, hein, excellente marque, voilà, des 0,1 micro 250 volts. Donc ça, c'est bien sûr des composants qui pourront servir ici. Alors là, ça, c'est intéressant. Je savais pas trop ce que c'était. Alors j'ai fait des tests pour déterminer ce que c'était que ce composant. Bon, à voir la tronche, je me doutais que c'était probablement des varistances, mais j'en étais pas sûr. Donc il n'y a pas d'autre marquage que ce point un petit peu bizarre. Maintenant, comment j'ai fait? Donc je les ai mis sur un testeur qui me donnait une petite capacité assez faible, mais à mon avis c'est pas un condensateur. Et après, je les ai utilisés avec un petit testeur que je vous montrerai d'ailleurs bientôt, que j'ai trouvé là, sur Ali, qui est un truc qui monte jusqu'à 3700 volts et qui permet justement de mesurer avec une limitation de courant les tensions de claquage. Bon, il marche pas mal, mais le voltmètre est relativement faux, je le règle. Enfin bref, grâce à ça, j'ai pu déterminer que c'était des varistances d'environ 630 volts. Ça, pareil, hein, ça peut toujours être utile. Là, on retrouve des LED rouges. Bon, sachant que là, ces LED-là, les LED ont fait quand même des sacrés progrès. C'est-à-dire que les LED modernes, souvent, ont une luminosité bien plus forte. Et je veux dire, pour avoir la même luminosité que ces LED qui sont assez anciennes, elles l'ont avec un courant beaucoup plus faible, de l'ordre de des fois 4-5 mA, contre 20 mA pour celle-là, mais c'est bien sûr ici utilitaire. On peut voir aussi là ces condensateurs jaunes, qui pas forcément ceux-là, mais souvent il y a eu toute une série de condensateurs fabriqués par Thomson CSF qui s'appelait la gamme Millefeuille, qui sont aussi d'excellents condensateurs. Donc ça sert bien sûr toujours. Là des transistors.
Voilà, des BC308, c'est des PNP qui tiennent 30 volts et 100 mA. On peut faire de l'amplification, de la commutation. Ici, on a des ponts redresseurs. La série SKB qui était très connue aussi, la 40 volts, 1,8 ampères. Ici, de la diode probablement 41-48. Là encore, des condensateurs. Alors ici, on a des choses intéressantes, à savoir ces magnifiques boutons contours qu'on peut mettre donc sur des potentiomètres 10 tours et qui permettent des réglages, là, comme on peut voir, très précis. Là, ici, voilà. Donc ça se monte ici, il y a le petit onglet qui empêche qu'il tourne. Et ça, je vous en ai déjà montré, j'en ai de différentes sortes, mais c'est intéressant. J'ai même un projet là, qui me trotte dans la tête, où j'utiliserai sans doute ce genre de choses. Et puis là, bah, ça c'est Superborn, là, que j'ai aussi très souvent utilisé, qui permettent donc de faire des raccords rapides. Alors normalement c'est plutôt fait pour mettre les haut-parleurs sur les trucs qui filent. Mais en fait quand on bricole, on peut faire des tas de systèmes de test. On regarde bien, en même temps, c'est au même espacement que les 19 mm standard, ce qui permet éventuellement de se faire un adaptateur. D'ailleurs, ça me donne une furieuse envie d'en faire un, pour justement le brancher avec un truc comme ça, voilà. Ce qui va permettre après très facilement d'avoir un adaptateur sur une alim pour pouvoir brancher des fils directement. Donc voilà déjà une utilisation toute trouvée de ça. Alors pour terminer ce magnifique colis de fan, je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. Généralement, les composants traversants, comme par exemple ici ces diodes, sont livrés soit en vrac, mais le plus souvent en bande comme ça, voilà, avec éventuellement ici, quand c'est polarisé, une bande de couleur. Et ces bandes sont destinées à être montées dans des machines qui vont généralement, par exemple, les plier les pattes, les couper à la bonne longueur, de façon automatique. Donc ça, c'était bien sûr très utilisé dans l'industrie. Ça peut aussi éventuellement aller dans des machines d'insertion automatique, mais on voit que quand on les achète comme ça, c'est toujours le même composant. Ici, voilà, on achète 100 ou 1000 diodes comme ça en rouleau. Hein. Souvent, c'est même plus que ça. Hein. Moi, je vois dans l'industrie, on avait des rouleaux, par exemple, de 5000 diodes. Mais dans les machines d'insertion automatique, on retrouve ici ce genre de bandes. Alors ça, par contre, c'était pas vendu directement. C'est des bandes qui, comme on peut le voir, contiennent des tas de composants différents. On voit ici des straps, des résistances, ici des selfs. Là, on en a d'autres sortes. Et donc, l'idée de ce genre de bande, c'est que ça allait justement dans des machines d'insertion automatique de fabrication de platine. Par exemple, imaginons, je sais pas, une usine qui fait des amplis, des télévisions et trucs comme ça. Il y avait déjà une pré-machine qui, généralement, justement, à partir de bandes comme ça, fabriquait les bandes d'insertion en mettant les composants dans le bon sens et dans l'ordre qui va bien. Hein, voilà. Donc ici, on retrouve ça. Et derrière, donc, on enfournait ces bandes dans ces machines d'insertion automatique qui très rapidement, tac, 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 coupaient les composants, pliaient les pattes et venaient les mettre au bon endroit dans le PCB. Alors c'était des fois automatique, des fois c'était semi-manuel. Je me rappelle personnellement avoir fait un stage dans une boîte où à partir de bandes comme ça, en fait les composants étaient présentés un par un à un opérateur. À l'époque c'était moi qui faisais mon stage en l'occurrence. Et il y avait un petit laser qui montrait sur le PCB là où il fallait les insérer. Et donc on prenait les composants, mais on n'avait pas à réfléchir. Je veux dire, ils arrivaient dans le bon ordre par rapport à l'indication, ce qui fait que ça évitait les erreurs. Bon, par contre, il faut reconnaître que ce n'était pas un travail très enrichissant ni intéressant. Voilà, il fallait juste prendre le composant puis le mettre là où il y avait de la lumière. Donc quand on avait fait ça pendant 8 heures par jour, généralement, on avait mérité sa bière. Mais bon, ça m'a payé mes vacances à l'époque et quand on est étudiant, on n'est pas forcément trop regardant sur les tafs qu'on trouve. Là, il m'en a donné donc pas mal de sortes. Alors bien sûr, c'est des composants, comme on peut voir, ils sont neufs, donc c'est tout à fait utilisable. Par contre, après, voilà, c'est un petit peu, si on cherche, voilà, on peut regarder, est-ce qu'on trouve le composant qui sert bien. Attention, ça par exemple, c'est des selfs, c'est pas des résistances. Ça, c'est des perles de ferrite. Puis là, ce qui est assez intéressant, c'est tous ces straps. Je rappelle que dans plein de produits, faire des circuits imprimés double face, avec des trous métallisés et tout, ça coûtait horriblement cher.
Donc très souvent, par exemple dans les télé grand public et tout ça, on utilisait des PCB en basilic, simple face, mais qui avaient généralement voilà, de très nombreuses trappes ici qui permettaient de faire les liaisons. Pour finir, un mot sur les composants qui sont sur des bandes comme ça. Ils sont plus ou moins faciles à enlever. C'est-à-dire que là, ça dépend un peu de l'âge, voilà, on voit que ça sort relativement facilement. Mais quand on enlève un composant ici de la bande, on peut le voir ici, il reste généralement un petit peu de colle dessus. On le retrouve ici, par exemple, si ici je sors, je veux dire, voilà, ces composants. Ah, d'abord, lui, c'est beaucoup plus dur à sortir, mais on retrouve ici cette colle. Et il faut toujours faire gaffe, quand on utilise des breadboards, par exemple, il ne faut jamais mettre ça dedans, parce qu'il n'y a rien qui les bousille comme ça. Si par exemple on prend ce composant-là, on l'enlève et on le met direct dans une breadboard, on va sans doute déposer cette espèce de colle sur les contacts de la breadboard et après ça fait des tas de bêtises. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une bonne idée ici d'arracher les bandes, il faut les couper. Alors bien sûr on perd un peu de longueur, mais si par exemple moi je veux récupérer ce composant-là, voilà, je le ferai comme ça. Voilà, ce qui fait que là je suis sûr d'avoir des pattes. Autre petite astuce, des fois quand on veut utiliser une breadboard, c'est de couper en biais comme ça. Quand on coupe les pattes comme ça en biseau, ça rentre beaucoup mieux sans forcer. Et c'est quelque chose, surtout quand les pattes sont un peu épaisses, que je vous conseille. Voilà donc pour ce 69e colis de fan. J'espère que ça vous aura intéressé. Encore un grand merci à Denis pour toutes ces merveilles. Alors je sais qu'on me demande souvent que Philippe, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces composants, parce qu'on voit que il a été très généreux et qu'il y en a beaucoup. Alors, il est évident que sur certains, je ne vais certainement pas utiliser tout ça. Mais pour info, ce que je fais souvent, c'est que j'en donne souvent quand j'ai l'occasion pour dépanner des gens, des jeunes, lors de rencontres et ainsi de suite. Éventuellement, je m'en sers aussi pour faire des échanges, justement, de façon à avoir un stock plus important. Mais par contre, évidemment, je ne les vends pas, vu qu'ils m'ont été donnés. Tiens, salut Caroline! Alors, t'as entendu dire que la canicule allait revenir? Bah oui, il faut faire attention. N'oublie pas que ne pas rafraîchir une personne âgée, c'est le meilleur moyen de la refroidir. Allez, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.